Bonjour tout le monde, je suis Cookie Kanti, drag queen professionnelle à Paris depuis 4 ans. Je suis aujourd'hui avec Sam Dira les enfants. Cookie Kanti, drag queen parisienne, célébrissime et qui a enflammé le tournage des Marseillais en transformant Nicolas Lodina et Julien Tanti en queen de la nuit. Exactement. Alors parle-nous un petit peu des dessous de ta participation aux Marseillais, comment ça s'est passé Cookie, comment est-ce que tu as contacté et dans un second temps je m'intéresserai au milieu du drag et on parlera de qui tu es en dessous de ce maquillage romain. Écoute, on a été contacté pour le coup par la prod des Marseillais parce que ils veulent travailler sur un autre projet avec nous éventuellement. Donc je pense que c'était déjà un premier pas dans ce milieu-là, dans la télé et dans pour le coup la télé-réalité. Quel autre projet? Pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler puisque c'est en cours et c'est même pas encore officiel du tout. Donc c'est vrai que je pense qu'ils avaient besoin de voir un petit peu qu'est-ce que c'était tout ça, le drag, les drag queens, comment ça passait à la télé, comment ça allait être perçu par le public. Et ça a été une expérience assez intéressante. Pour le coup, on est arrivé juste après en plus que leur villa ait pris feu à Faro. Donc on a dû décaler la petite semaine. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur les dessous du tournage? Ça a été une journée assez intense pour nous avec Alice Saiko, qui est le drag queen qui a maquillé Nicolas et moi Julien. Ça a été une longue journée puisque nous-mêmes devions nous préparer en drag pour l'événement et ensuite les mettre eux en drag tout en étant nous-mêmes en drag. T'imagines un peu les matrioshkas, les poupées russes. Donc c'était assez intense parce qu'il faisait assez chaud. On était à Faro, au Portugal, en plein été. Donc c'était assez intense, mais c'était une journée assez intéressante. Qui des deux garçons était le plus réticent? Qui était le plus à l'aise avec des cheveux? Alors, réticent du coup, Ouais. parce que s'il était le plus à l'aise. Alors attends. Nicolas était le plus réticent, je pense, à être en drague, mais Julien était le plus réticent à se faire maquiller. Donc c'était compliqué de le maquiller parce qu'il était, c'est difficile de maquiller quelqu'un qui n'a pas envie forcément qu'on le maquille nécessairement, en plus qu'il s'y attendait pas du tout. Donc il a fallu pour moi que j'aille assez vite pour le maquiller. Mais une fois qu'il était en drague, lui pour le coup, il s'est complètement épanoui. C'était assez drôle à voir et ça m'a fait plaisir pour le coup. En quoi elle était importante cette participation en tant que drag queen, de participer, d'être dans un programme populaire comme les Marseillais vs le reste du monde? Pour moi, c'était important de montrer que notre génération de drag queen, qu'on était capable d'apporter du travail qualitatif et de aussi pouvoir parler de ce qu'on fait et de montrer des drags au jour d'aujourd'hui dans une situation professionnelle, qu'est-ce que c'est. Voilà, c'était important que ça soit notre travail montré à un plus large public et à des personnes qui n'ont pas du tout connaissance du drag nécessairement ou peut-être même des a priori, très certainement des a priori. Donc c'était important pour ça, je pense. Au même titre qu'il y a beaucoup d'a priori sur la télé-réalité, toi, Complètement. Cookie, qu'est-ce que tu penses de ce genre télévisuel? Alors moi, c'est pas particulièrement un genre télévisuel qui m'attire particulièrement parce que j'ai pas de télé non plus chez moi. Ça aide de pas regarder la télé. Mais je pense tout n'est pas bon à acheter clairement puisque c'est des expériences de vie. Ça permet de voir tout type de personnes justement évoluer dans des contextes différents. Et pour le coup, avoir des intervenants qui montrent des corps de métier, et ça c'est intéressant aussi pour ça. Et comment ça s'est passé l'après-diffusion? Est-ce que tu as eu des commentaires, peut-être négatifs, sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a perturbé l'audience de cette télé? Alors non, je n'ai eu aucun commentaire négatif pour le coup. C'est drôle parce que je me suis inscrit récemment sur TikTok et il y a énormément de personnes qui ont commenté sur mon TikTok. Ah, ça me rappelle les Marseillais, sans savoir nécessairement que c'était moi qui étais dedans. Donc je vois qu'il y a eu un impact, et je pense chez les jeunes aussi, qu'il y ait des drag queens chez les Marseillais et que ça a attiré du coup ce nouveau public, en tout cas, ça c'est sûr. Mais non, j'ai eu que des bons retours, c'est assez peu nombreux. Au final, je pensais qu'il y aurait peut-être un peu plus d'impact, mais non, pas plus que ça. Et l'émission à laquelle tu pourrais participer avec la production des Marseillais, c'est une émission autour des dragues? Ce serait autour des dragues, a priori. Ce serait pas une grosse émission comme on pourrait le croire.
Ça serait plus un format un peu plus convivial avec des drag queens en tête d'affiche en tout cas, c'est sûr. Du type docu? Plutôt du type, comment est-ce que je pourrais dire ça? Plutôt du type Reine du Shopping ou Makeover ou des choses comme ça. Ah oui. Oh, Donc rien à voir avec RuPaul Drag Race, hein. rien à voir. Ok. Ça me fait penser à une émission américaine, peut-être que c'est une adaptation, tu sais, où il y a La- 5 garçons. Queer Ah, Eye. Queer Eye. Bah, c'est possible que ça ressemble à ce genre de format-là, en tout cas. Ok, c'est quelque chose qui te plairait, toi, de continuer dans la télévision? Bah, en fait, je pense que c'est important aussi. Moi, je fais ça, c'est mon travail à temps plein maintenant. C'est important de passer un cap. En tout cas, je trouve que c'est intéressant ce cap-là, la télé, et d'apporter justement ce qu'on fait à une plus large audience. Et ouais, c'est intéressant, ça pourrait m'intéresser complètement, ouais. Je crois que tu as eu d'autres propositions aussi, notamment Mhm. pour une télé-réalité adaptée d'un format anglais. Tout à fait, que j'ai malheureusement refusé parce que c'était pas approprié pour avoir, je trouve, des drag queens, c'était pas logique, ça avait pas de sens en fait, qu'il y ait des drags nécessairement. Ça n'apportait rien à l'édifice et je pense que c'est important aussi de pas de faire dans le pinkwashing non plus, de juste injecter des drag queens à toutes les sauces parce que c'est facile, je pense, de faire ça. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait un vrai but ou qu'il y ait un vrai échange ou quelque chose de pédagogique dans l'ajout des drag queens dans une émission, par exemple. Parce que là, c'était quoi le concept? Celle dont tu me parles, c'était d'avoir, voilà, pour le coup, un des intervenants, qu'il soit une drag queen et qu'il soit en drague dans un appartement. Voilà, mais c'était dans l'isolement et il y avait pas vraiment l'aspect spectacle qui pouvait être intéressant d'avoir une drague dans l'émission, quoi. Il n'y avait pas cet aspect-là. On enlevait tout l'intérêt du drag, quoi. C'est quoi ta définition de drag queen, Cookie? Alors, je pense qu'il n'y a pas une seule définition de drague et je pense qu'on a tous une définition qui nous est propre. Je pense que c'est un jeu avec le genre, le personnage, c'est toute une mise en scène, c'est se créer un personnage, qu'on soit femme, homme, trans, qu'on soit de tout genre, de toute sexualité confondue. C'est une expression artistique, c'est de se créer de toute pièce un personnage et de lui faire prendre vie. Je pense que c'est ça le drag. Alors, en ayant aussi évidemment l'aspect scénique et l'aspect militant qui vient avec le drag aussi. Quand on est une drag queen, cet aspect militant, l'histoire du drag, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'il faut la prendre en compte? Est-ce qu'il faut la connaître? Est-ce qu'il faut l'étudier? Je pense que, bon, c'est une culture personnelle, hein, je pense que c'est important de le savoir pour soi-même, mais je pense aussi que pour être une bonne drag queen, il faut avoir conscience en tout cas de ce bagage qu'on a aussi avec nous et de ce devoir aussi qu'on a d'être militant ou d'être en tout cas ouvert à la réflexion et de jamais s'en empêcher, en tout cas de continuer à évoluer. Parce que, sauf erreur de ma part, en France, il me semble que c'est vraiment dans les années 90 qu'on a commencé à populariser les drag queens. Exactement, il y a eu un petit déclin d'ailleurs après fin 90 justement du drag à l'américaine, hein, comme on dit. Parce que nous, on a une culture du transformisme en France, des cabarets, du burlesque, mais on n'avait pas ce côté drag, club kid aussi. Mais en effet, dans les années 90, il y a eu ce boom à Paris, j'imagine plus fortement, hein. Oh. C'est rien, t'as dû dire un mot qui ressemble à Siri. Tu peux poursuivre. C'est possible. Euh, voilà, il y a eu ce boom-là des drag queens et des créatures, surtout à Paris. Et bon, j'étais pas là pour le voir, malheureusement, mais j'étais pas à Paris. De toute façon, je suis né en 93. Sachant, ça aide ou pas. Mais oui, on a eu ça. Mais ça a périclité, je sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'était difficile de travailler avec ces créatures-là ou est-ce que c'était juste un intérêt qui s'est étiolé? Je sais pas. Tu me parlais de transformisme. Qu'est-ce que c'est pour toi la véritable différence entre transformiste et drag queen? Alors, on peut être drag queen et transformiste, hein, il n'y a Oui. aucun mal à ça. Le transformisme, ce serait interpréter un personnage existant ou mort, hein, une célébrité, ce serait se transformer. On peut avoir une panoplie de personnages justement dans lesquels on se transforme. On peut prendre l'exemple du cabaret Michou par exemple, où ils ont un set de personnages et tous les soirs ils vont jouer certains personnages pour des numéros. Mais en général, ils n'ont pas nécessairement un personnage qui leur est propre et qu'ils ont eux-mêmes construit de toutes pièces. Voilà, c'est ça en fait, je pense, la différence. Qui peut être drag queen, Cookie? Tout le monde, Même une femme? complètement.
Il n'y a pas de règle. Absolument pas. Il ne devrait pas y en avoir. C'est une expression d'art. C'est de l'art. Il ne devrait pas y avoir de règles. En quoi c'est de l'art pour toi? C'est de l'art parce que justement parce que l'art c'est subjectif et que chacun a sa propre vision du drag et chacun peut s'exprimer de la façon dont il le veut et le souhaite. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice dans le drag et que c'est en perpétuelle évolution et je pense que c'est ça qui définit l'art aussi. C'est une démarche qui est toujours en évolution et qui est changeante et qui est inclusive aussi, puisque c'est l'art, je pense que c'est en nous, c'est en nous tous, et qu'on souhaite l'exprimer de cette façon-là, c'est une forme d'art, et même d'artisanat, je dirais, parce qu'elle regroupe énormément de corps de métier, que ce soit la coiffure, la danse, le showmanship, et maintenant, en plus, il faut savoir se vendre aussi, donc il faut être complet, voilà. Donc un homme peut être drag queen, forcément. Complètement. D'ailleurs, c'est là où on a le plus d'exemples. Une femme peut être drag queen. Complètement. Une personne d'origine transsexuelle peut être drag queen. Complètement. Une personne transgenre peut être drag queen. Complètement. On est d'accord. Mais est-ce qu'il y a une sexualité des drag queens? Est-ce qu'il faut forcément, est-ce que quand on est un homme et qu'on est drag queen, est-ce qu'on est forcément gay? Oh non, pas du tout. Il y a peu d'exemples malheureusement, mais de personnes hétérosexuelles qui font du drag, que ce soit d'ailleurs des femmes ou des hommes. Et bon, c'est peu parce que c'est difficile là, pour un homme hétérosexuel, j'imagine cis, de se lancer dans le milieu du drag. Quand tu dis cis, ça veut dire cisgenre. Ça veut dire qu'il est bien dans son genre, voilà, qu'il ne questionne pas son genre nécessairement. Mais comment dire, c'est qu'on a très peu d'exemples en fait, mais c'est difficile pour eux, j'imagine, de se lancer. Et puis bon, il y a le facteur social, la masculinité toxique qui rentre en jeu. Tout cet aspect-là où un homme hétéro va pas se dire tiens j'ai envie de faire du drag alors je vais le faire. En général on verra plus de personnes qui se travestissent, des hommes hétéros je parle, hein, qui se travestissent mais du coup c'est un mode de vie presque plutôt que cet aspect de spectacle. Mais alors pourquoi de façon générale la plupart des gens ils mettent une connotation sexuelle quand on voit comme ça un homme avec une perruque, un maquillage très prononcé, des vêtements féminins? Alors, je ne sais pas si elle est injectée, si elle est perçue de cette manière-là, parce que chacun, encore une fois, a sa propre vision de ce qu'il fait. Moi, je sais que, par exemple, mon personnage, je ne le sexualise absolument pas. Même si je peux être sensuelle, je ne sexualise pas mon personnage. Après, en apparence, on peut rentrer dans le genre et je représenterai plutôt un genre féminin quand je suis en drague. Après, mon personnage peut évoluer, voilà. Mais si c'est bien de ça que tu parles, Oui. en tout cas... parce qu'en fait, on peut être simplement une créature, tout simplement, et être au-dessus de tous les genres et de toutes les sexualités, juste de l'art, quoi, juste une représentation artistique, une créature. Quand tu es en cookie, on te parle au féminin, on te parle au masculin, quels sont les pronoms utilisés? En général, on parle au féminin, oui. Voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais enfin, après, c'est vrai que ça me mettrait peut-être mal à l'aise qu'on me dise il quand je suis en drague, parce que ça n'a pas de sens pour le coup. Et t'es jamais un fantasme? Il n'y a pas des hommes qui fantasment sur les drag queens? Ah si, certainement, oui, bien sûr qu'il y en a. Mais bon, en tout cas, c'est pas du tout mon intérêt en faisant du drag, moi, de séduire des hommes en étant en drague, pas du tout. Moi, comme justement quand je te dis je ne sexualise pas mon personnage, c'est à ce niveau-là que je l'entends. C'est que je n'y injecte pas ma propre sexualité dedans. C'est que il n'y a pas d'extension sexuelle à ce que je fais et ça n'a aucun but sexuel ou pour troubler quelqu'un. C'est purement et simplement artistique pour moi. D'accord, donc bien évidemment, on comprend que le but n'est pas de séduire, Oui, voilà. Le but n'est pas de rencontrer quelqu'un, le but c'est simplement... En fait, il n'y a pas de but, puisque l'art, est-ce qu'il a un but au final? Pas forcément. Après, c'est vrai qu'il y a des prérogatives en étant drag queen, c'est du divertissement aussi. Il y a une part de divertissement. On peut être drag queen et juste rester chez soi, mais bon, je vois pas tellement l'intérêt. Dans ce cas-là, on est make-up artiste. Mais je pense qu'en étant drag queen, il y a ce package complet de savoir divertir, de savoir prendre le micro, de savoir dire des choses quand il faut les dire, de savoir peut-être se maquiller, de se coiffer, bon voilà. En tout cas, dans ma vision des choses, tout le monde n'est pas drag queen et tout le monde ne se maquille pas soi-même ou ne se coiffe pas soi-même ou ne se fait pas les tenues soi-même, ou voilà. Mais bon, je pense qu'il y a du savoir-faire qui rentre en jeu et qui définit ça, en tout cas. C'est pas dur d'être une drag queen? C'est pas facile. Mais c'est une belle passion et je pense que bon,
on le choisit ou on le choisit pas. C'est vrai que personnellement, je l'ai pas particulièrement voulu de devenir drag queen. Ça m'est un peu tombé dessus et j'ai accepté, j'ai fait avec et j'ai aimé le faire et j'ai continué en fait tout simplement. Mais j'ai pas eu l'envie d'arriver quelque chose en tout cas avec mon drag ou tu vois ce que je veux dire Bien sûr, mais J'avais pas de but particulier. je te pose cette question parce que moi, toutes les drag queens que j'ai pu rencontrer ont tout le temps le sourire, sont tout le temps très joviales, très heureuses, en train de lancer des punchlines, font preuve d'énormément d'humour. Une drag queen, elle n'a pas le droit d'être mal, de faire la tête, d'être triste, d'être en dépression, de ne pas être contente. Alors, je pense que c'est là où il faut aussi savoir faire la différence entre ce qu'on vit nous-mêmes dans notre vie personnelle et que du moment où on est en drague et on est en représentation, on n'a pas le... c'est presque fort ce que je veux dire, on n'a pas le droit de l'imposer aux gens parce que eux sont là pour prendre eux du bon temps, du bon moment, oublier tout le reste et profiter d'un moment particulier. Et nous, on le leur doit d'être positif et agréable et c'est un dû presque. Un petit peu mauvaise aussi parfois, un petit peu piquante. Toujours, mais je pense qu'il faut le savoir le faire avec bon goût et légèreté aussi. Il faut jamais que quelqu'un ressorte d'un show drag ou d'un événement ou d'une rencontre avec une drag queen en se sentant blessé parce que je pense que ça aurait plus de sens. Ça aurait plus de sens en fait de le faire. Quelles sont les pires choses que tu as entendues sur ton métier, sur les drag queens? Pour moi, oui. J'ai une seule anecdote et je pense que c'est la seule fois en 4 ans de... Bon, c'est pas une grande carrière, mais en 4 ans de drague, il y a une seule remarque qu'on m'a fait qui m'a vraiment fait... qui m'a touché et ça peut paraître anodin, mais c'est vrai que c'était tellement dur. Je travaillais dans un restaurant où du coup j'étais en drague et je circulais parmi les convives. Et donc, en fait, je venais, je m'asseyais à leur table, je buvais un coup avec eux, je les faisais consommer de l'alcool, des shots, des machins, enfin voilà. J'étais là pour leur faire passer un bon moment, inoubliable, pour qu'ils fassent des photos, voilà. Et il y a eu cette table où je me suis approché, et donc je viens pour commencer à parler, j'ai compris qu'elle parlait anglais, donc tout de suite je lance en anglais, je leur dis « Ah, mais je vous ai pas vu depuis le début, enfin pourquoi je vous ai pas vu depuis le début en gros, sinon je serais venu direct, tu vois, pour rigoler. » C'était une table un peu de femmes un peu mûres, je me suis dit « Elles vont être démentes, tu vois, toutes peroxydées, je me suis dit « Elles vont être super drôles, tu vois. » Eh ben non, figure-toi que du coup j'ai une des dames assises à la table qui me dit « No, I want to sleep tonight », elle me dit. Elle fait « Non, non, je veux dormir ce soir. » Sous-entendu, j'ai pas envie de faire de cauchemar. Ça m'a fait tellement de peine. Ça m'a fait de la peine parce que là, je me suis senti complètement mis à nu, mais genre complètement attaqué personnellement. De style, je venais avec tellement de bonne humeur et de bon cœur et je me suis dit génial, une table avec qui je vais pouvoir rigoler et boire des coups, tu vois. Et ben non, et en fait, elle m'a mis cette espèce de vent, c'est assez désagréable. Toutes les autres étaient très mal à l'aise d'ailleurs, et c'était ça qui le rendait encore plus gênant comme moment. C'était le côté, non, je veux même pas que tu essayes, j'ai envie de dormir ce soir sur mes 2 oreilles, quoi. Et ça peut paraître anodin, quand même, mais c'était vraiment la seule fois, en fait, parce que j'ai pas eu tellement de mauvaises expériences en drague. Inch'Allah. Tu parlais de création de personnages en tant que drag queen. Est-ce que tu penses que c'est une façon d'extérioriser ce que Romain n'arrive pas à extérioriser? Alors, je pense que pour certaines personnes, c'est le cas. C'est vrai que moi, je le vois plus comme une extension de moi, comme s'il n'y avait pas assez de place dans un seul même corps pour que la créativité s'exprime. J'ai dû créer un alter ego pour qu'elle s'exprime à travers ce personnage. C'est plus comme ça que je le vois, parce que je trouve que même moi, en tant que Romain, je suis presque même des fois plus extraverti que Cookie, ce qui est assez bizarre. Je l'admets. Mais je pense que Cookie, elle me permet de canaliser autre chose, un autre aspect, mais c'est une extension de moi et une extension de ma créativité. Comment tout a commencé pour Cookie? Comment est-ce que ça a commencé? Et puis pourquoi Cookie? Pourquoi Cookie? Cunty. Oui, Cookie parce que j'avais envie que ça soit quelque chose d'efficace à retenir, de simple, qui se prononce de la même façon dans toutes les langues, qui soit bisyllabaire, attention, sortez vos bécherelles, qui soit très facile à retenir. Et j'avais Twiggy qui me sonnait en tête toujours, Twiggy, la mannequin des années 60-70. Et elle me sonnait toujours, pour moi c'était tellement catchy comme nom et je voulais ce type de nom un peu catchy et percutant et qui véhicule quelque chose d'agréable, une pensée positive, quelque chose
trouve-moi quelqu'un qui n'aime pas les cookies, voilà, par exemple. Et Cunty, c'était l'envers un peu du décor, c'était le côté un peu plus acerbe, un peu plus coupant. Parce que je me suis dit, si je me donne un nom trop gentil, on va me prendre pour une niaise, en fait. Donc, il fallait cet aspect, tu vois, un peu plus fierce et un peu doux et fierce. C'était cette espèce d'ambivalence. Et puis, bon, il y avait des jeux de mots aussi avec Cookie Cutter, qui est l'emporte-pièce pour faire les cookies. Cunty, c'est une garce en anglais aussi, cunt, quand on dit à quelqu'un. Donc, voilà. Il y avait ça, et puis bon, je pouvais pas juste m'appeler Cookie, parce que si on tapait sur Google Cookie, on tombait sur plein d'autres choses que moi. Et puis pour le coup, tu t'es créé une famille, puisqu'il y a toute une famille Cunty. Hein. Il y a forcément la matriarche, Cookie Cunty. Il y existe également Ivy Cunty, Cherry Cunty. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça vient d'où? Est-ce que c'est pas très américain? En fait, oui, c'est assez américain comme concept de house, en tout cas. Mais je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est plus exactement la même chose qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une seconde famille, mais littéralement, dans le sens où il y avait des jeunes qui étaient expulsés de chez eux parce qu'ils étaient homosexuels ou personnes trans. Ils étaient réellement expulsés de chez eux, et c'était une façon de se recréer sa propre famille. Donc le système de house, on voyait surtout ça dans le voguing, dans le milieu des ballrooms, voilà. Et le drag aussi, bah, du coup, c'est inspiré de ça, et comment dire, ce serait comme une hiérarchie, comme une famille, comme vous voyez, une lignée, en fait, un héritage qu'on laisserait derrière nous, c'est nos enfants drag. Comme bon, et la plupart des personnes homosexuelles ne peuvent pas faire d'enfants. Je pense que c'était une sorte de se créer sa propre famille et son propre, tu vois, bastion. Donc, C'était ça. Lady Gaga, elle a plagié les drag queens avec House of Gaga. Non, parce que je sais pas si elle a plagié les drag queens. Non, je pense pas. Je pense que c'est rentré dans le champ lexical un peu du monde queer, de house, le système de house. C'est ça, en fait. C'est sa maison, que ce soit sa maison pour le coup de maquillage ou de... Mais je crois qu'elle avait aussi House of Gaga, non? Avant de House of Laboratories, c'est ça? Mais c'est un système voilà, de famille, tout Et simplement. comment on l'a créé cette famille? Qu'est-ce qui fait que Ivy mérite le titre de Cunty? Qu'est-ce qui fait que Cherry mérite le titre de Cunty? Si moi je veux m'appeler Sam Cunty, je fais comment? Oh, bon courage, je me suis ligaturé les trompes depuis, j'en fais plus d'enfants. Cherry, pour le coup, c'est ma première fille, qui est d'ailleurs une femme et qui fait du drag, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Cherry, c'était quelqu'un qui était comme moi, pas nécessairement particulièrement intéressée à faire du drag. Elle aimait elle aimait voir des shows drag, mais elle n'avait pas cette envie de faire de la même chose. Et en fait, on est devenus amis très vite, très proches, enfin assez proches. Et c'est moi qui l'ai un peu emmené sur ce chemin-là, en fait. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ça n'a pas été la démarche de Ivy ou de Cherry de venir me voir nécessairement et de vouloir rentrer dans le house. C'est plus moi, en fait, qui les ai fait rentrer dedans et qui leur ai donné mon nom, en fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Je pense que c'est même plus dans ce sens-là, en général, que ça se fait. Tu reçois de temps en temps des messages où on te dit j'aimerais faire partie de ta Tous famille. les jours. Tous les jours. On me dit, ah, j'aimerais bien être une Cunty. Et je fais, en fait, c'est pas une collection que je suis en train de faire. J'ai pas besoin j'ai pas besoin d'étendre ma famille, tu vois, aux quatre coins du globe, parce que je pense qu'il faut vraiment créer une vraie relation avec les personnes que tu considères comme ta famille drag. Ivy et Cherry et moi, on est vraiment très proches, en fait, en dehors du drag aussi, on est très proches. Cherry et moi, on se voit quasiment tous les jours. Je viens chez elle, je mange chez elle, elle vient chez moi, on fait la fête. Ivy, comme il a un autre emploi du temps, il est coiffeur studio, il voyage énormément, donc quand on le retrouve, on est très heureux de se retrouver à trois. Mais il y a vraiment ce sens de famille au final. C'est des personnes sur qui je pourrais toujours compter et qui pourront toujours compter sur moi. Il y a de ça en fait. Selon ton point de vue, comment sont considérées les drag queens aujourd'hui en France? Je pense que c'est en constante évolution de toute façon, puisque bon, bah, la visibilité des drag queens est plus importante maintenant, donc en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis c'est établi depuis un moment quand même les drags, mais l'émission RuPaul's Drag Race sur Netflix France a fait, bah, du coup, a donné le top départ pour que ça ouvre un peu les mentalités en France. Ouais, personne voulait de drag queen à la télé, hein, avant. Non, oui, et même encore les gens sont réticents maintenant encore. Hein.
encore aujourd'hui. Oui, Je le ressens. mais je pense qu'on est un peu en retard en France, en fait, sur plein de choses hein, Ouais, au niveau de la télévision. dans quel sens? Pourquoi? C'est vrai, pourquoi il y a très peu de drag queens à la télévision? Parce que les gens sont frileux et je pense qu'en fait, c'est les productions qui sont plus frileuses que les gens parce que les gens, ils demandent que ça, en fait. Peut-être, en fait, tout simplement. Je pense qu'on a besoin, en fait, de ça. On est trop... on nous rabâche toujours trop les mêmes choses, on a toujours le même type de format, je trouve. Et le drag, c'est vraiment un souffle d'air frais aussi. C'est ça que les gens attendent maintenant, je pense. C'est des choses qui sortent de l'ordinaire, pas juste toujours over and over la même chose, en fait. Mais est-ce que vous avez un statut? Non, Est-ce que vous êtes intermittente du spectacle? non. Est-ce que vous pouvez être intermittente du spectacle? C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait, bah, tous les bookings qu'on a, c'est pas nécessairement des cachets d'artistes. Donc en fait, comme c'est des clubs ou voilà, c'est difficile en fait, tout simplement de, de faire des cachets. Et puis même pour la plupart des drag queens qui se professionnalisent pas nécessairement dedans, qui font ça un peu au compte-gouttes, c'est pas intéressant en fait pour elles de le déclarer, tout simplement. Parce que toi, tu t'es battu, tu te bats au quotidien pour la reconnaissance de ton métier, de ton art. Bah, on fait ce qu'on peut, hein, on essaye, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident et il faudrait que je m'y intéresse encore un peu plus, même pour qu'on crée vraiment un statut, quoi, qu'on soit pris au sérieux réellement. Mais c'est très récent encore, hein, le fait qu'une drag queen soit pris au sérieux comme un artiste à part entière. Parce que bon, bah, il y a le stigma du fait qu'on se travestisse et qu'en fait on fait ça pour rigoler, juste pour la soirée, et que du coup on ne sait pas, c'est pas très sérieux. Il y a ce stigma-là qui est encore un peu fort, mais on y travaille. Même pour avoir un salaire respectable, Mhm. toi, je sais que ça a été pour toi une bataille. Bah, ça a été une bataille, ça a été une bataille surtout pas forcément que pour moi, ça a été une bataille pour que ça soit le cas pour tout le monde. On s'est battu, on a signé des pétitions pour que les drags soient reconnus et payés à leur juste valeur parce que c'est du travail. Les gens n'imaginent même pas en fait. C'est que ça paraît tellement, tellement léger et tellement frugal, ça se dit en français, frugal. Oui. Euh, Divertissant. Oui, voilà, ça touche tellement le domaine voilà, de la fête que, en fait, on se doute pas à quel point ça peut être physiquement éprouvant. Le nombre de sacrifices et d'argent investi qu'il y a derrière, c'est de la folie. Oui, parce que ça coûte très cher, les perruques coûtent coûte très cher, le extrêmement maquillage cher. spécifique coûte très cher, les Oui. tenues, les chaussures, c'est à la taille en plus, parfois les pieds ne sont pas les mêmes, tu Moi, trouves j'ai de pas. la chance, j'ai fait du 41, mais Ça va en d'ailleurs, tout si cas vous pour voulez me toi. chausser. Quelles sont les plus grandes contraintes? Quelles sont les plus grandes contraintes? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Et est-ce qu'il existe des fourchettes? Combien peut gagner une drag queen? Je pense qu'il y a des minimums, évidemment, qu'on a essayé d'établir, en tout cas maintenant, pour des prestations. Mais c'est vrai que bon, bah, ça varie aussi en fonction de la province, de la capitale. Ça varie aussi en fonction de l'ancienneté et même du type de travail, de performance qu'on présente, du type de prestation, tout simplement, en fait. Mais c'est vrai que bon, c'est difficile d'établir un prix de base comme ça, là, de le dire, voilà. Mais c'est vrai que par exemple, en dessous de 150 € pour une prestation, c'est compliqué. Quand tu dis prestation, ça veut dire Juste quoi? pour de la présence. D'accord. Juste pour de la présence à ton événement. Il faut compter déjà les taxis, aller-retour. Donc tu t'enlèves 30 ou 40 € déjà qui sautent du cachet. Donc ça te fait 110 €. Puis tu comptes tout le maquillage, tout le temps passé. Ça peut aller moi, ça va. Moi, maintenant, je suis rapide. Mais avant, je mettais 4 heures à me préparer, 4-5 heures. Tu te rends compte, 5 heures de travail déjà en amont avant une soirée de 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et c'est quoi le énorme. budget pour se préparer? C'est quoi le budget pour ressembler à Cookie Candy? Moi, j'ai de la chance que j'ai appris à coiffer du coup mes perruques, mais j'imagine même pas celles qui se font coiffer des perruques qui peuvent monter à 450 € un coiffage, hein. Et plus encore. Une perruque, il faut compter entre 40 et 90 € pour juste la perruque. La tenue, si tu le fais faire sur mesure, parce que bon, voilà, c'est pas le cas, mais si tu le fais faire sur mesure, bah, c'est un prix. Tu comptes pas moins de 200 € pour une tenue sur mesure. Le maquillage, tu comptes pour au moins 200-300 € de maquillage en tout, avec les pinceaux. C'est de la folie. Les talons, le corset si tu en portes, les 5 paires de collants. On se rend pas compte, mais c'est énormément. Oui. Et après, je dis pas encore une fois, c'est le résultat qui compte, hein. C'est pas l'effort mis derrière, évidemment.
Mais c'est à prendre en considération, en tout cas. Si on veut de la qualité, il faut savoir se payer de la qualité, tout simplement. Point. On parlait de la place des drag queens à la télévision en France Mhm. aujourd'hui. Et récemment, la série Plus belle la vie a intégré une drag queen Ah. nommée Gaëtan. Tu savais ou pas? Absolument pas. Donc, Ah, bah, si, j'ai vu un passage là-dessus, oui. Voilà, il y a quand C'est même... dommage qu'ils aient pas mis une vraie drag queen. Ah, bah justement, dis-nous ce que tu en penses. Parce qu'il y a quand même 3 millions de téléspectateurs en moyenne qui regardent Plus belle la vie. C'est pas une vraie drag queen? Il me semble pas. Je pense que c'est un acteur à qui ils ont appris le maquillage ou qu'ils ont dû maquiller en tout cas pour l'épisode. Tant qu'à faire, on est tellement peu représenté à la télé ou dans les films ou dans machin que tant qu'à faire, si vous voulez avoir une drag queen autant avoir une drag queen qui sache ce qu'elle fait. En plus, bon bah, je pense que c'est plus authentique comme ça. Il n'y a pas tout le travail de recherche derrière de l'acteur, j'imagine, le pauvre, qui a dû travailler énormément sur son personnage. Mais bon, après, ça reste un rôle. Un rôle est un rôle, hein, tout simplement. Donc, il fait son travail de recherche comme pour n'importe quel autre rôle, j'imagine. Est-ce que c'est une avancée, malgré tout? Bah, je pense que c'est déjà bien de montrer des dragues du moment où c'est fait de façon respectueuse du drag, mais c'est difficile pour l'acteur, j'imagine, d'être authentique, puisqu'il n'est pas drag queen, donc c'est difficile de vraiment donner l'essence même du drag. Mais est-ce que pour toi, c'est une erreur de la part de la production de Plus belle la vie de ne pas avoir offert l'opportunité à une vraie drag Je queen? pense que c'est ça, c'est une occasion manquée, en fait, plus qu'une erreur. Hein. Je pense que c'est une occasion manquée, et je pense que ça vaut aussi pour le personnage qu'ils ont mis, qui est une personne trans, qui a, je sais plus c'est quoi son nom, le Gaëtan. personnage. Non, il y a un personnage qui est trans dans l'émission aussi, il me semble. C'est récent, hein. Je crois qu'il devient trans, et c'est pareil. C'est dommage que ce soit pas une personne trans qui soit vraiment mise en avant cette fois-ci. Je pense que c'est trop facile de vouloir se diversifier et du coup d'injecter des personnages qui sont divers et variés dans une série ou dans une émission. Mais si au final on fait pas appel aux vraies communautés qui sont touchées, c'est un peu un acte manqué, quoi. Je pense c'est plus facile de donner. Je pense que c'est plus intéressant de donner la parole en effet à quelqu'un qui est concerné que plutôt de prendre la parole et d'assumer et de partir du principe qu'on est capable de le faire soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Qui est Romain? Oh, bah écoute, un jeune homme de 26 ans, ancien étudiant en mode. J'étais vendeur de fournitures d'art aussi pendant un temps et pendant un moment j'étais et drague et vendeur de fournitures d'art en même temps. C'était assez compliqué à faire les deux. Ça s'est déjà su? Est-ce que ça s'est Ah toujours oui, bien oui, passé? ah oui, bien sûr. Ah oui, je touche du bois, j'ai toute ma famille qui me soutient et j'avais tous mes collègues de travail qui me soutenaient aussi évidemment et qui étaient très contents de me donner mon après-midi quand j'avais besoin pour un booking. Ils ont toujours été très, 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 très bien avec ça. Et écoute, moi je suis un garçon qui a voyagé un petit peu dans ma vie. J'ai eu la chance de vivre moi je suis né au Canada. J'ai vécu en République dominicaine mon enfance, ensuite dans le sud de la France, puis en Guadeloupe, puis à Paris. J'ai eu la chance de voir des choses différentes et de m'imprégner aussi d'autres choses. Et je pense que ça a fait que m'enrichir moi en tant qu'individu et même enrichir ma curiosité dans le drag et de nourrir mon personnage, d'avoir cet éventail de curiosité et de... Tu vois ce que je veux dire? Ton Tu vois ce que je veux ton dire? frère était drag queen aussi, parce que vous êtes deux frères hein, dans la famille, c'est ça? Alors, c'est ma sœur. C'est une femme qui est trans, ma sœur. D'accord. Donc, elle était drag queen, en effet, à Nice. Et bon, elle a arrêté le drag quand elle a commencé sa transition, parce que pour elle, c'était important de dissocier les deux. Elle voulait pas être une bête de foire, en fait. Selon elle, hein, c'est pas le cas, hein, c'est pas une bête de foire. Mais elle voulait, selon elle, juste distancer sa vie personnelle du spectacle. Et c'était important pour elle d'arrêter, du coup, de faire du drag pour se concentrer essentiellement sur son chemin. Voilà. Mais dis-moi. Elle est plus âgée, plus jeune que toi? Elle est plus âgée que moi, elle a 3 ans de plus que moi. Donc ta sœur, tu l'as connue aussi quand elle était drag queen? Bien sûr. En fait, on a connu le drag tous les deux ensemble, puisqu'on avait découvert RuPaul's Drag Race dans les premières saisons, hein, vraiment, parce que quand on était en Guadeloupe, on avait accès, on téléchargeait les choses en streaming, voilà, tout à fait légalement. Et comme on est trilingue, mais on parle anglais, on regardait l'émission sans problème en anglais, donc c'était pas un problème, voilà. Et on a connu ça, le drag ensemble. On a toujours trouvé ça fascinant. Elle a commencé à faire du drag quand elle est partie faire ses études en France, du coup, en France métropolitaine, hein, parce qu'on vit en Guadeloupe.
Et elle a commencé le drag là-bas à Nice. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'elle avait son groupe d'amis et je l'ai trouvé génial. Et moi, je dessinais beaucoup à ce moment-là sur ma tablette. Et j'ai commencé du coup à dessiner des drag queens. Et c'est comme ça, au final, qu'en arrivant à Paris et en dessinant des drag queens, j'ai commencé à côtoyer les cercles de drag à Paris, puisque toutes les drag queens voulaient savoir qui j'étais plus ou moins, parce que je dessinais des drag queens. Il y avait très peu de personnes qui dessinaient des drag queens françaises. Et j'avais ce projet que j'ai au final un peu avorté, de dessiner les drag queens un peu de France et de Navarre, que j'ai commencé un petit peu avec Nomé par exemple, avec Mademoiselle Etienne aussi, qui sont des dragues parisiennes. Et j'avais fait évidemment ma sœur et ses deux amies drag aussi. Et tout ça pour qu'au final je la pose sur mon visage et que je le devienne moi-même. Comment ça a été accepté par tes parents, la transition de ta sœur, ton activité de drag queen? Alors, au début, bon, pour la transition de ma sœur, ça a été assez évident en fait que c'était ça en fait qui était le vrai chemin qu'elle devait prendre, Vous quoi, le qui était sentiez? son chemin. Oui, moi ça m'a pas étonné. Je lui ai presque dit enfin, tu le sais maintenant. C'est sûr que c'est ça en fait. C'est ça le vrai problème dans ta vie, c'était que tu étais pas heureuse dans le genre que tu avais eu à la naissance. Et, euh, et en fait, je pense qu'ils étaient inquiets parce que ma sœur ayant fait du drag aussi et ensuite ayant fait une transition, je pense qu'ils étaient peut-être inquiets pour moi que je sois un peu perdu dans tout ça et que quand j'ai commencé le drag, au moment où elle arrêtait, en fait, c'était ça qui était drôle. Ils voulaient pas que ça t'ait En influencé, c'est fait, ça? je pense qu'ils avaient peur parce que j'étais loin déjà et aussi ils continuent de vivre en Guadeloupe. Mais ils avaient peur, je pense vraiment, que je sois perdu un peu et que je sache pas où j'allais avec tout ça. Et en fait, je leur ai dit très simplement, je leur ai dit au tout début, je leur ai fait écouter, je fais du drag, c'est pas juste pour sortir me bourrer la gueule, et voilà, j'ai envie d'emmener mon personnage quelque part, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et maintenant, quand je le redis à ma mère, tu te souviens quand je t'ai dit que j'en ferais quelque chose? Elle me dit, oui, c'est vrai, t'as eu raison. T'es pleine d'ambition, hein. Je sais pas, c'est de l'ambition. J'ai eu de belles rencontres aussi dans ma carrière drag qui m'ont vraiment porté. Et, euh, Et je pense que c'est important aussi ça, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut pour soi-même, mais des fois d'avoir des personnes qui nous prennent par la main, qui ont confiance en notre potentiel et qui nous mènent vers le haut, je pense que c'est ça en fait, ce Ouais, qui m'a mais fait. alors, de ton côté, tu vas me dire si je me trompe, mais pour le coup, tu avais l'exemple de ta sœur. Oui, Mais pour mais un jeune homme qui en a envie, où est-ce qu'il puise ses inspirations? Où est-ce qu'il va prendre des exemples? Comment il fait? bah, Ou une jeune femme, hein. ou une jeune femme. Mais c'est vrai que bon, du coup, on a rendu beaucoup plus visible le drag, en tout cas sur Paris et même ailleurs, même en province, maintenant à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, à Nice encore plus. Et il y a de plus en plus de drag queens et je pense que du fait d'avoir créé des événements, que ce soit par exemple la Jeudi Barré avec laquelle j'ai commencé ou la Drag Me Up où on met en avant justement des nouveaux artistes et des drag queens pour une compétition, c'est d'avoir fait ça en fait qui a rendu plus visible les drags et qui a suscité aussi des vocations. C'est ces exemples-là et bon, avec la télé aussi, les téléréalités, le fait que maintenant ça soit vraiment plus mainstream aussi le drag ou en tout cas on tend vers ça. Je pense que c'est ça maintenant qui suscite, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait peut-être 3 tutos sur YouTube, quoi, pour faire de drague. Et encore, je parle que d'il y a 4 ans. Celles qui ont commencé il y a 10 ans, je pense que c'était des hasards. Elles tombaient dans un bar et elles voyaient un show drag et... C'est quoi ton rêve ultime? Je sais pas, j'ai pas de rêve ultime. Je pense que je me nourris vraiment de ce qui m'arrive. Je pense que j'ai eu des occasions avec le drag que j'aurais jamais espéré avoir. Donc en fait, c'est ça qui est mon moteur, c'est les belles occasions et les belles rencontres qui, mais je sens qu'il y a quand même une direction vers laquelle je tends et je pense que c'est ça. Mais j'ai pas envie de lui donner un nom parce que pour moi, ça serait presque, presque le gâcher en fait. Ouais, mais est-ce que c'est ce que tu as envie de faire toute ta vie? Est-ce que tu as envie d'aller de pousser la direction ailleurs? Je sais pas, hein. Alors je pense que c'est ce que je veux faire pour l'instant, en tout cas tant que j'en ai la force et l'envie, et j'ai toujours dit, tant que j'aurai de la générosité à donner aux gens et tant qu'on recevra ce que je donne, enfin qu'on le recevra avec plaisir, je continuerai. Et du moment où je ne serai pas exténué aussi. Mais voilà.
Je pense que c'est plus ça. C'est du moment où j'ai encore des choses à donner, j'essaierai de le faire jusqu'au bout. Et pour finir, si tu devais ou pouvais donner un conseil à la Cookie qui a commencé le drag il y a 4 ans, tu lui dirais quoi? Et t'as vu la question, elle est pas anodine, ça te rappelle un peu de RuPaul Drag Race, non? Oh, qu'est-ce que je lui dirais? Mets une perruque, ça c'est vrai. Euh, et encore une fois, c'est vrai qu'on m'a posé la question récemment justement. Et, euh, et je lui dirais de ne pas essayer de se prouver à tout le monde et juste de simplement faire ce que j'ai envie de faire. Même si je sais que au final c'est ce qui m'a poussé à me surpasser ou à essayer plein de choses différentes, ce serait juste de savoir dès le départ que j'ai pas besoin de l'aval de tout le monde pour faire ce que je veux. C'est vrai. On a trop tendance à faire nos choix En fonction en des autres. fonction de ce que pensent les autres, en fonction de ce qu'on nous conseille, en pensant quelque part que le conseil de l'autre est plus important que notre propre avis. Tout à fait. Mais je pense que ça c'est un mal qui est propre à tous. À beaucoup, en tout cas. C'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est important de mettre des mots et de montrer qu'on peut faire nos choix par nous-mêmes et apprendre à Oui, nous faire complètement. toujours plus confiance au final. Mais en tout cas, ne pas juste chercher l'approbation de tout le monde nécessairement, parce qu'on ne satisfera jamais tout le monde. Ça, c'est sûr. On va finir sur cette touche extrêmement positive parce que vous savez que j'adore ça. Merci Cookie, t'en prie, merci mon cher. infiniment. Tes réseaux sociaux, et je vous invite vraiment à aller visiter les réseaux sociaux de Cookie. Vous me voyez de face maintenant, profitez. Bah oui, et puis vous pourrez la voir aussi en spectacle parce que j'imagine que Oh. tu dis par où tu passes, les villes, Complètement. les soirées. Oh, les villes. Voilà, donc ton compte Instagram c'est cookie-Cunty et ton compte TikTok. Oui, Hein, parce- c'est pareil. Voilà, parce que tu fais des TikTok. Hein. Exactement. Alors, cookie, c'est cookie comme les biscuits au singulier. C'est parce que je ne suis que singulière, voilà. Tiré du bas Kunty. Et vous pouvez me retrouver tous les jeudis au Yono pour la jeudi barrée et tous les dimanches pour la Drag Me Up au Who's. Parfait. Merci Cookie et merci à vous. Merci pour votre ouverture d'esprit. Restez très positifs. Vous savez qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Gros bisous, on vous embrasse. Oh.